Je disais donc, on va parler de révolution. Ça va être un peu le thème justement de ce cycle de conférences. Et en vrai, je pense que le sujet du live de ce soir est tout à propos pour initier justement ces questions, ces réflexions. Et pour ça, j'ai l'immense plaisir d'accueillir la non moins immense Mathilde Larère. Bonsoir Mathilde, comment ça va? Bonsoir. Bah écoute, ça va bien. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation, ça fait super plaisir. Ah bah je suis hyper contente d'être là. Ça me fait trop chaud au cœur, merci beaucoup. Alors Mathilde, pour ceux qui ne te connaissent pas, je le rappelle, tu es historienne. Ouais. Tu es spécialiste des mouvements révolutionnaires et du maintien de l'ordre dans la France au 19e. Tu avais écrit notamment ta thèse sur la garde nationale à Paris sous la monarchie de Juillet. Mais depuis, tu t'es spécialisé notamment dans la lutte pour les droits sociaux, pour de nombreux sujets, et notamment sur la lutte pour les droits des femmes. Tu as écrit beaucoup de livres sur le sujet, et donc on va en parler aujourd'hui. Pour les gens qui te découvrent aussi, certains ont peut-être déjà entendu ta voix parce que tu fais quelques chroniques aussi sur Radio Nova. Yes. Également. Ben oui. Ou parfois, j'aime bien ce petit côté un peu piquant aussi des fois, sur Radio Nova. Ouais, en même temps, c'est l'émission qui veut ça. Hein. Bon, mais ça me correspond assez bien, on va pas se mentir. Et sur Twitch, t'as un peu l'habitude parce que t'es sur la chaîne Au Poste aussi. Exactement. J'ai une émission sur la chaîne Au Poste. Faut que je te regarde toi ou faut que je regarde là? Non, tu me regardes moi, t'inquiète, le chat, je m'en occupe. Ok, d'accord. Ouais, j'ai une émission sur Au Poste qui s'appelle Du passé faisons table basse. Parce que avant, on avait une table basse entre les deux canapés, donc c'était parfait de jouer avec les verres de l'international. Mais maintenant, il n'y a plus de table basse, mais c'est resté comme ça. Ouais, exactement. Alors, en plus de ça, je le rappelle évidemment pour ceux qui sont en live, eh bien, sachez que pour ceux qui pourraient pas rester jusqu'à la fin, on le rappelle, l'émission sera disponible en replay sur YouTube, mais aussi en podcast. Pour ceux qui te découvrent aussi, tu es engagé politiquement, tu as été engagé à gauche aussi, que ce soit au sein du parti de gauche dans les années 2010, tu as aussi fait partie de la NUPES, ce qui est quand même assez rare pour une historienne, et des historiens même de manière générale, de rentrer dans l'arène politique. Je trouve que c'est quand même important de le dire pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est pas facile quand même de rentrer aussi en tant qu'historien dans ces questionnements politiques. Alors, est-ce que c'est pas facile en tant qu'historien? Ce qui est difficile, c'est de mener les deux de front. Ouais. Et de fait, alors d'abord une question de ton, mais ça, ça regardait que moi. Mais surtout, en fait, de parler d'histoire dans un parti politique, c'est pas forcément évident. Parce que tous les partis politiques et même le parti de gauche avaient son petit roman national. Et moi, j'arrivais en me disant, en fait, ça s'est pas passé exactement comme ça. Et alors qu'ils auraient aimé plus parfois que je sois celle qui dise oui, c'est exactement ça, bien sûr, que j'aille dans le sens du discours historique du parti. Ça fait un peu, quand on dit du parti, on a l'impression du PC. Avec quoi. le leader mais, du parti. Ce qui n'était pas le cas, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir exactement les deux casquettes. Et c'est pas facile après quand on intervient dans l'espace médiatique comme historienne, parce que résultat, on est délégitimé dans sa parole historique sous prétexte qu'on est militant. Sauf qu'en fait, c'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, il y a tout un tas d'historiens et d'historiennes, ils font plusieurs choses différentes. Et c'est pas pour ça que quand ils interviennent en tant que chercheurs ou chercheuses, ils sont moins sérieux sous prétexte qu'à côté, ils font soit de la politique, du tennis ou n'importe quoi d'autre, en fait. Bien sûr. Donc c'est ça qui est un petit peu chiant. Je me suis souvent retrouvée à être invitée, puis on me disait Mathilde Larère, historienne, membre du parti de gauche. Oui, mais en fait, là, je suis là comme historienne, donc le reste, ça n'apporte pas grand-chose au truc. Bien sûr, mais c'est chouette que tu puisses nous le dire, que voilà, c'est chouette de pouvoir réussir à dissocier les deux, d'expliquer la méthode historique derrière. Et aujourd'hui, on est là pour parler d'histoire avec toi. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Et c'est un vrai plaisir. Tu es professeur à l'université Gustave Eiffel aussi. Il y avait des élèves à toi qui étaient juste là. Ah salut les élèves. Donc, voilà, les étudiants. Les étudiants, bien sûr, on dit étudiants, évidemment. Ce sont les étudiants. Aujourd'hui, avec toi, on va parler de l'histoire des luttes. L'histoire des luttes, parce qu'aujourd'hui, la lutte pour les droits, c'est un thème qui semble aujourd'hui un petit peu désuet quand même, quand on voit sur la une des plateaux télé, en tout cas sur beaucoup de plateaux télé, c'est pas un sujet dont on parle forcément beaucoup, qu'il s'agisse d'ailleurs des droits humains, des droits politiques, sociaux, reproductifs pour les minorités. Si l'on tend à penser que certaines choses semblent acquises, j'aime rappeler, et je vais vous redonner quand même un exemple assez concret, c'est que quand même la loi de l'arrêt volontaire de grossesse de Simone Veil, qui a été votée en 1975, a attendu 49 ans avant de rentrer dans notre constitution. Les femmes luttaient pour ce droit au moins depuis le début du XXe siècle. Et je rappelle qu'en 2024, lorsqu'il y a eu le débat autour de l'entrée dans la constitution du droit à l'IVG, il y avait quand même encore des hommes politiques qui sont au gouvernement aujourd'hui, qui s'y opposaient. Donc voilà, cet exemple nous rappelle que la lutte, déjà, ça paie, mais surtout qu'elle ne s'arrête jamais. Exactement.
Tout à fait. Mais par ailleurs, on parle beaucoup des droits sur les plateaux télé, mais on parle des droits parce qu'en ce moment, on les écrase les uns après les autres, en fait. Exactement. Donc, il suffit d'allumer n'importe quelle chaîne pour se rendre compte qu'on écrase les droits sociaux. Là, ils ont essayé de supprimer un jour férié. Le droit au repos, c'est un droit fondamental. On écrase les droits politiques. Quand on parle de manifestations interdites, c'est contraire au droit politique de manifester. Donc en fait, ils sont présents simplement, ils ne sont pas présentés comme « Attention, on est en train d'enterrer vos droits ». Bien sûr, ils ne vont jamais le présenter de cette manière. Exactement. En tout cas. Donc voilà, c'est important d'en parler. Mais avant, ce qu'on aime bien faire avec nos invités à chaque fois, c'est de savoir comment est-ce qu'ils en sont venus à parler de ces sujets. Toi, comme je disais, tu es quand même parti d'un sujet, et quand j'ai lu cette thèse, c'est vrai que ça me paraissait... Déjà, des sujets sur la monarchie de Juillet, il n'y en a pas beaucoup, mais sur la garde nationale à Paris pendant la monarchie de Juillet, comment est-ce que tu en es venu à aller travailler, toi, sur ce sujet ? Alors, la vraie histoire. La vraie histoire. La vraie histoire. Moi, je voulais, en fait, travailler sur la garde républicaine. Pourquoi je voulais travailler sur la garde républicaine ? Parce que à Paris, j'habitais à côté d'une caserne de la garde républicaine et que ça me faisait vraiment marrer de voir cette force de l'ordre à cheval dans la ville. Par ailleurs, j'aimais bien les chevaux. Donc voilà, je voulais travailler là-dessus. Et l'autre raison pour laquelle je voulais travailler sur la garde républicaine, c'est une forme de raison politique, c'est que la garde républicaine, alors pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est cette... alors maintenant, c'est plus une force de l'ordre, mais institution en armes et à cheval. Et on la connaît peut-être un peu mieux maintenant parce que quand Anaïa Camora a chanté... Oui. Sur la passerelle de l'Académie française, la fanfare qu'il y avait derrière, c'était la fanfare de la garde républicaine. Bon, donc c'était, quand elle a été créée, et jusqu'à 1945 à peu près, une force de l'ordre. Une force de l'ordre particulièrement, d'ailleurs, violente, et utilisée à cheval, pour charger les manifestants ou pour faire ce qu'on appelle le manège Pellier, c'est-à-dire qu'on les envoyait au grand galop sur la place de la République pour que les manifestants puissent pas se rassembler et protester. Sauf que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la garde républicaine a été l'une des rares forces de l'ordre à ne pas du tout collaborer. Et voilà. Et au sortir de la guerre, en récompense de cette non-collaboration, elle a demandé à ne plus jamais être utilisée contre les manifestants. Ah, j'ignorais cette histoire-là. Donc, j'aimais bien, a priori, cette garde républicaine désuète, avec ses chevaux dans la ville, qui jouait de la fanfare. Alors, à l'époque, c'était pas avec des merveilleuses chanteuses pour une cérémonie d'ouverture, mais voilà. Donc, j'avais envie de travailler là-dessus. Et puis... Je suggère l'idée à mes profs de l'époque, j'étais en licence, et ils me disent « Ouh là là, mais le 20e siècle, c'est complètement bouché, tu ferais mieux de faire du 19e siècle. » Évidemment, j'avais dit aux profs la raison politique, et pas « Ils sont à cheval, je trouve ça trop mimi. » Je comprends. Donc, ils me disent « Tu devrais travailler sur la garde nationale, qui est une autre force de l'ordre, mais au 19e siècle, il y a plus de postes, c'est plus malin. » Donc, je dis, OK. Donc, je vais voir un prof, Alain Corbin, et je lui dis, voilà, est-ce que ça m'intéresserait de travailler sur les gardes nationales ? Il fait des yeux comme ça, parce que personne ne voulait travailler sur ce truc à cette époque. Et il me dit, génial. Donc, je commence à travailler. Il me dit, allez voir les archives, et puis on définira un sujet après. J'ouvre les archives, et je me rends compte que ces cons, ils sont tous à pied. Il n'y avait pas de cheval dans cette affaire. Il n'y avait pas de cheval. Voilà, il n'y avait pas de cheval. Il y avait une légion à cheval, mais il y avait d'abord très peu de sources, et puis c'était les monarchistes. Donc, bon, bref. Mais en ouvrant les cartons, je me suis rendu compte que c'était un sujet super intéressant. Et finalement, j'ai continué au niveau alors, on appelait ça à l'époque la maîtrise, donc maintenant du M1. Et j'ai continué après au niveau du M2. En fait, elle m'a passionné, cette garde, qui était en fait une force de l'ordre qui passait son temps à passer du côté du désordre, en fait, ou à se diviser des deux côtés de la barricade. Donc, je trouvais ça... finalement, ça me plaisait. Alors, il n'y avait plus de chevaux, mais il y avait de la politique, et j'ai gardé. En plus, comme il y avait très peu de travaux dessus, effectivement, c'était un sujet qui apportait des choses. Donc, ça avait du sens de passer 5 ans dessus, quoi. Bien sûr, d'ailleurs pendant la Commune de Paris, ils vont rejoindre d'ailleurs les manifestants sur les barricades. C'est ça, ceux qu'on appelle les fédérés, c'est les gardes nationaux. Mais le nom change, puisque avant la Commune, les différentes gardes nationales se fédèrent et créent le comité des gardes nationales fédérées, donc le nom fédéré va rester. Et c'est vrai que souvent les gens ils connaissent les fédérés de la Commune sans savoir que c'est la garde nationale.
Et donc, en fait, c'est intéressant puisque comme je le disais, donc tu vas parler de ce sujet, ensuite tu vas beaucoup te parler de la lutte pour les droits, tu vas sortir des livres sur le sujet aussi. Et je trouve que tu fais beaucoup d'efforts, je trouve, dans tous tes livres à garder vraiment des thèmes extrêmement thématiques, c'est-à-dire que c'est vraiment des livres de vulgarisation. Je trouve que tu essaies vraiment de réduire le plus possible. Et c'était vraiment un plaisir de lire les différents livres en préparant cet entretien. Et on sent qu'il y a vraiment cet effort d'écrire pour le plus large public possible. Oui, alors c'est même plus qu'un effort, c'est une volonté. Enfin, je veux dire, c'est un choix et c'est un choix qui n'est pas si évident à l'université. Bien sûr. Parce que, en fait, pour une carrière, alors un peu plus maintenant, mais pendant très longtemps, c'était pas compté ce type de livre. C'est-à-dire que pour progresser dans notre carrière, pour passer les échelons, comme on dit, pour avoir des primes ou pour essayer de monter dans la carrière, il faut avoir des ouvrages scientifiques. Il faut avoir des articles dans des revues dites à comité de lecture. Et moi, j'arrive avec mes bouquins de vulgarisation qui, pour la plupart d'ailleurs, s'appuient pas sur mes recherches personnelles. C'est quand on travaille sur quelque chose d'aussi large, forcément on s'appuie sur les travaux des autres. Mais donc c'est pas bancable en termes de carrière. Donc en fait c'est un choix politique que j'ai fait. Je l'ai fait parce que moi, dès le début de ma carrière, j'ai fait des conférences militantes. Au début, c'était les étudiants de l'UNEF qui me demandaient de faire des trucs, ou alors les étudiantes quand c'était les droits des femmes. Puis j'ai commencé à en faire de plus en plus. Et en fait, au bout d'un moment, sans le conscientiser forcément comme ça, mais je me suis dit, mais en fait, moi, tout ce que j'essaie de transmettre, etc., pourquoi le transmettre uniquement, alors soit à mes étudiants, soit finalement, si je fais un article, on va pas se mentir, un article dans une revue à comité de lecture, allez, quand on a 10 lecteurs, on est content, quoi. Donc j'ai eu envie de faire autre chose. Et j'ai commencé, alors je l'ai fait au début, j'ai fait ce que j'appelle de l'éducation populaire, je l'ai fait sur Twitter. C'était avant X. Bien sûr. C'était il y a longtemps. Sur Twitter, quel effort. Oui, mais c'était bien avant. Il y avait une époque où on pouvait vraiment avoir des contenus pédagogiques. Il y avait même des comptes où on se disait la ligne édito de ce compte Twitter est incroyable. Non, ça existe quasiment plus. Ah non, mais c'était super. Franchement, je parle d'un temps que les moins de 20 ans quasi ne peuvent pas connaître. Il y a bien 15 ans en fait. Je suis rentrée sur Twitter en 2014, donc ça date, tu vois. Et je faisais des cours d'histoire sur Twitter, je faisais des fils d'histoire, etc. Et j'avais des super échanges, un peu comme on a un échange avec un chat, c'est-à-dire que les gens me disaient « Ah, c'est super, mais je me posais une question, je répondais. » Enfin voilà, j'ai commencé à faire ça comme ça. Puis après, j'ai été repérée sur Twitter parce que j'avais traité Valls de crétin, parce que en fait, il utilisait la Marianne, la figure de l'allégorie de la République, dans sa campagne contre le Burkini. Et donc, d'abord, moi, j'avais riposté parce que j'en pouvais plus de cette islamophobie. Et puis parce que, en disant que la Marianne, ce qu'il disait était absolument de la merde, en fait, historiquement. Donc, j'avais fait un cours d'histoire sur Marianne. Donc, après, je me suis retrouvée à faire des chroniques sur Arrêt sur Image. Puis des émissions aussi sur Mediapart avec Laurence Decoq. Et ensuite, j'ai commencé à écrire des bouquins. Donc en fait, c'est un pas de côté, si l'on peut dire. Sauf que je le vis pas comme ça. Je le vis comme étant vraiment profondément ce que j'ai envie de faire, que je tiens depuis longtemps. Moi, ce que je dis souvent, c'est que, de même que dans l'économie, il n'y a pas de ruissellement qui vaille, eh bien, dans le capital économique, dans le capital culturel, il n'y a pas de ruissellement qui vaille non plus. Si on veut que les recherches, les idées, les connaissances diffusent, il faut qu'il y ait des passeurs ou des passeuses. Et l'histoire des luttes, en fait, il n'y a pas beaucoup de passeurs. Pendant très longtemps, les partis ont fait ce rôle-là, mais ils le font de moins en moins, les partis de gauche. L'école ne le fait pas assez. Je veux dire, l'histoire des luttes, l'histoire des droits est très mal enseignée. En tout cas, c'est pas de la faute des profs, c'est de la faute des programmes. Ça sort des programmes. Le temps qui est accordé est trop faible. Et donc, il faut que des gens s'occupent de le transmettre dans l'espace public. J'ai décidé que j'allais le faire. Je ne suis pas la seule à le faire. Il y a d'autres personnes qui le font. Mais Ludivine Bantini le fait aussi. Il y en a plein d'autres qui essayent. Certains le font. Il y a plein d'autres solutions. Certains font des podcasts. Certains font des vidéos YouTube. Moi, voilà, j'ai fait cette succession Twitter. Je suis partie maintenant. Depuis que c'est devenu X, je suis partie. Les émissions et les bouquins.
Non, mais je vois, il y a des gens qui disent c'est grâce à elle que j'ai kiffé l'histoire de la Révolution et j'ai appris beaucoup. Et c'est sympa, Salvagraphe. Hein. Merci beaucoup. Bah ouais, c'est aussi pour ça. Mais effectivement, c'est important, c'est vrai que je le rappelle, c'est-à-dire que les écrits universitaires souvent sont édités dans des maisons d'édition universitaires et où du coup il y a très peu de tirages ou très peu de gens qui achètent et c'est des livres vraiment qui sont à destination de gens qui sont déjà connaisseurs d'un sujet. Ouais. Et donc effectivement, on dit souvent qu'il y a une dizaine d'années, même parfois plus, entre le savoir universitaire et ce que va commencer à toucher le grand public. Il y a vraiment une inertie entre la connaissance universitaire et le grand public. Donc il faut avoir ces passeurs-là qui vont créer et faire l'interface, justement. Ouais. Non, c'est sûr. Non, puis c'est une question de langue. On n'écrit pas de la même façon. La langue académique est une langue qui est... Alors, évidemment, elle a de ses avantages, elle a sa précision, elle a sa rigueur, elle a son administration de la preuve, mais elle n'est pas si facile que ça à lire. Hein. Donc, et puis, voilà, quand on écrit un article ou un ouvrage scientifique, hein, on ne va pas tout réexpliquer. Donc, on va mettre genre monarchie de Juillet, et puis voilà, les gens qui nous lisent sont censés voir exactement de quoi on parle. Quand on fait un ouvrage de vulgarisation ou n'importe quoi qui relève de ce qu'on appelle l'histoire publique, faut qu'on explique un peu ce que c'est que la monarchie de Juillet, sinon les gens, ils nous rien que donner les dates, quoi. Ouais, clairement. Et donc en fait, ça oblige vraiment à changer complètement les choses. Carrément. Et c'est un exercice qui est vraiment pas facile non plus, de réussir à condenser, de choisir les informations qu'on va délivrer. Enfin voilà, c'est toujours. C'est pas évident. C'est un travail vraiment, vraiment compliqué. Les gens disaient qu'ils ont adoré découvrir la Révolution avec toi, et je propose qu'on rentre par cette porte justement de la Révolution pour parler des luttes, et notamment les luttes pour les droits naturels, puisque tu commences justement sur ton livre sur les droits, sur les luttes, où tu abordes les différentes thématiques de lutte, parce qu'il y a les droits naturels, les droits politiques, les droits pour les personnes LGBTQIA+, et tu parles sur ce sujet notamment des droits naturels. Tu commences par la Révolution, et tu dis « Ni les artisans et les boutiquiers des villes du royaume, ni les croquants des campagnes, femmes et hommes ne se sont soulevés pique et fourche à la main à l'été 1780 en criant « Nous voulons des droits naturels de l'homme, liberté, sûreté, propriété, droit de résistance ». Et de résistance à l'oppression. Ces droits qui figurent dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adoptée par l'Assemblée nationale constituante le 26 août 1795 ont été à l'origine élitistes, ne rendant compte que partiellement les doléances du petit peuple. Qu'est-ce que c'est que ces droits naturels ? Alors, c'est pas le plus facile à expliquer, les droits naturels. Donc effectivement, les droits naturels, on les appelle comme ça parce que c'est les philosophes dits du droit naturel qui les ont formulés, entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle. Et ils sont dits naturels parce qu'en fait, ils sont inhérents à la nature de l'homme, à un moment où on considère que l'homme a été créé par Dieu et donc Dieu aurait créé l'homme doté de ces fameux droits. La question, c'est qu'il faut savoir quels sont ces fameux droits. Et donc, tu les as donnés. Hein. Alors, là, c'est la définition qui est, la liste qui est retenue dans la déclaration française, mais c'est plus ou moins la même quand on regarde les textes de Locke, qui sont les premiers à les définir, quand on regarde les textes des philosophes des Lumières, quand on regarde la déclaration, le Bill of Rights anglais, quand on regarde la déclaration d'indépendance américaine, qui est en fait, puisque c'est les 500 ans et que vous faites tout le truc, parce que, pas les 500 ans, 200 ans, 250 ans. 500 la moitié, ans, on a d'avance. Je me suis dit un coup, non, c'est pas possible, ça le fait pas. La déclaration d'indépendance, c'est une déclaration des droits, hein, et quand on la regarde, elle est assez proche justement de ce qu'écrit Locke et de ce qu'on trouve après. Donc les droits, c'est liberté, sûreté. Sûreté, c'est pas sécurité. Alors égalité n'est pas un droit, c'est un fait au début, ça deviendra un droit plus tard. Donc liberté, sûreté, je dois en oublier un, évidemment propriété. J'en oublie un. Merde, c'est lequel ? Il y a propriété, ils disent liberté, sûreté, propriété, droit de résistance à l'oppression. Et droit de résistance à l'oppression, oui. La liberté, c'est Alors, la liberté, c'est la liberté de conscience, de parole, d'expression, c'est ça, hein, dans ces droits-là. La sûreté, pourquoi je dis que c'est pas la sécurité ? Parce qu'actuellement, un certain nombre de politiques essaient de faire croire que la sécurité, c'est aussi un droit de l'homme. Alors que la sûreté, c'est certes la sécurité des biens et des personnes, mais la sûreté, c'est la résistance contre l'arbitraire.
Donc, en fait, au nom, parce que l'argument actuellement, c'est que voilà, la sécurité doit l'emporter sur tout et que la sécurité peut même l'emporter sur la liberté. Alors que le principe même du droit de sûreté, c'est justement de dire non, rien ne peut entraver la liberté d'un individu. Donc, c'est exactement le contraire. Et la propriété, c'est pas le droit de chacun à la propriété en mode droit créance, comme il y aurait un droit au logement ou un droit au travail, c'est le droit des propriétaires. C'est que le propriétaire doit avoir des droits comme propriétaire. Tout ça, ça appartient à une famille de pensée qu'on appellera plus tard les libéraux. Et voilà, leur souci, c'est que ils s'affrontent à quoi ? Ils s'affrontent à la monarchie plus ou moins autoritaire, plus ou moins absolutiste, et ils veulent qu'on reconnaisse la possibilité de tout un chacun d'écrire, de parler, plus les libertés économiques aussi, qui ne sont pas formulées telles quelles, mais elles sont présentes, c'est-à-dire la liberté de créer une entreprise, la liberté de circuler sur le territoire, alors pas pour les personnes, mais pour les marchandises. Voilà, c'est ce type de droit. Et le fait qu'il y ait justement un droit au travail des classes populaires, un droit à la subsistance, ce que Robespierre va appeler le droit à la vie, c'est-à-dire la possibilité de manger, à la survie. Le droit à l'insurrection aussi en 1792 aussi, si je dis 93, pas de bêtises. le droit à l'insurrection. Oui, là, c'est le droit de résistance à l'oppression. C'est pas exactement la même chose, parce que tout dépend comment on résiste. Bien sûr, évidemment. Et voilà, et donc ces droits naturels, ils sont absolument essentiels pour sortir de la monarchie absolutiste, dans le cas français, dans le cas anglais, pour sortir d'une monarchie qui était en train de devenir absolutiste en 1688-89, et dans la situation anglaise de sortir de la domination britannique sur les colonies. C'est utile, ça sert à ça. Mais ça ne suffit pas parce que, de fait, c'est pas ça qui vous remplit un frigo, quoi. Oui. Et justement, c'est assez intéressant puisque ces libéraux-là, en fait, ils veulent pas tellement la fin du roi, ils veulent juste avoir un peu plus de place pour s'exprimer. Et au départ, l'idée de la révolution, c'est d'abord on va faire un truc avec le roi, puis au final, bon, le roi... Oui, bon, alors, au début, la révolution, elle garde le roi. Oui, bah, c'est ça. Elles sont d'accommode. Et d'ailleurs, l'Angleterre en a toujours un. C'est bien la preuve que la Belgique aussi. Enfin, je veux dire, non, c'est pas... Le roi, à partir du moment où il est vidé d'une partie de ses pouvoirs, n'est pas un problème en soi pour les libéraux. Il y a une citation que tu dis de Bourdieu qui dit « Il n'y a pas de politique sociale sans mouvement social capable de l'imposer ». Du coup, cet exemple de la Révolution française, il est intéressant parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, il y a des doléances qui sont faites, mais pourtant, ce qui va advenir, c'est manifestement plutôt des volontés bourgeoises qui ne représentent pas la majorité du peuple. Mais c'est pas surprenant parce qu'en fait, un phénomène révolutionnaire, au début, c'est toujours un phénomène qui va agréger des groupes avec des intérêts qui sont pas forcément les mêmes, mais qui ont tous le même désir de renverser quelque chose. Là, en l'occurrence, la monarchie absolutiste. Pas Louis XVI au départ, mais la monarchie absolutiste. Donc, les bourgeois, que moi j'appelle libéraux, qu'à l'époque on appelle patriotes, parce que le terme libéraux, il n'est pas utilisé comme ça. Mais donc, voilà, la bourgeoisie... La bourgeoisie assez fortunée en plus, les représentants aux États généraux qui vont devenir l'Assemblée nationale constituante, ça va quoi, c'est tranquille. Ils se retrouvent à lutter, alors eux au sommet dans les États généraux, avec dans la rue des gens de classe très populaire. Ils ont le même désir de renverser l'ordre. Mais après, ils n'ont pas le même projet d'ordre à mettre en place. Oui, c'est ça. Et donc, souvent, les révolutions, et on le verra pour d'autres, et vous le verrez pour d'autres dans la grande tournée... la grande tournée de l'histoire, la grande tournée de l'histoire dans les Pâques révolutionnaires. Il y aura des calèches et des chevaux. Il y aura des chevaux, Mathilde, ça va être super. Il y aura des chevaux, ça va être bien. Et il y aura des chevaux, ça va être super. Dans les révolutions, tu as au début, c'est très polyvoque, c'est plein de gens qui ont des projets différents, qui se réunissent pour libérer, donc pour faire tomber... qui le tsar, qui la domination anglaise et qui la monarchie absolue, et qui ensuite se retrouvent face à face en disant mais en fait on n'est pas du tout d'accord sur ce qu'il faut mettre à la place. Et en 89, ceux qui ont pris le pouvoir, c'est les bourgeois patriotes libéraux et qui ont formulé Cela dit, ils n'auraient pas réussi à le faire sans la foule dans la rue,
C'est ce que j'explique dans le bouquin, c'est-à-dire que la révolution, régulièrement, elle se bloque parce que le roi résiste, parce que les privilégiés aident le roi à résister, parce qu'ils n'ont absolument aucun intérêt au renversement de l'ordre. On peut les comprendre, voilà. Et donc ça bloque, même à l'Assemblée nationale constituante. Enfin, le roi signe pas les décrets du 4 août, le roi ne signe pas la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Qu'est-ce qui se passe? Des femmes s'assemblent, place de grève, marchent jusqu'à Versailles. Elles marchent pour demander du pain, mais ça fait tellement peur que le roi, dans un même élan, en l'espace de quelques heures, envoie du blé et du pain à Paris et en même temps signe la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc cette mobilisation populaire, elle a servi l'avancée libérale de la Révolution. Il y a un truc assez intéressant aussi, tu parles des femmes, et du coup je voulais parler des femmes un peu plus tard, mais je trouve que c'est un sujet intéressant. Oui, mais je peux pas m'en empêcher, je finis toujours par parler des femmes. Non, mais, et c'est super, sachant qu'on aura des grosses thématiques sur chaque live sur la place des femmes dans certaines révolutions, notamment Virginie Adan qu'on a à Nantes, qui est spécialiste de la place des femmes dans la Révolution américaine, donc on aura un gros volet dessus pendant la conférence, donc ça va être très intéressant. C'est très bien. Ce que je trouve intéressant dans pas mal de révolutions et dans pas mal d'endroits, c'est que les femmes sont beaucoup à l'initiative de pas mal de mouvements de révolution, de révolte. Je pense notamment à l'exemple qui me vient le plus en tête, parce que c'est une période que je connais plutôt bien, c'est la Seconde Guerre mondiale. Les femmes vont être à l'initiative des mouvements de résistance, par exemple, mais au moment où il y a une mise en place, une sorte de hiérarchie, on va essayer de structurer un petit peu ça, ce sont les hommes finalement qui restent à la fin et qui organisent un petit peu tout ça. Est-ce que dans les révolutions que tu as pu un petit peu observer, est-ce que les femmes sont à l'initiative ou pas spécialement ? Elles sont pas forcément plus à l'initiative que les hommes. En revanche, elles le sont tout autant. Ce alors que souvent dans le récit qui est fait, que ce soit immédiatement et plus encore après, on tend à les oublier. Mais effectivement, elles sont là. Il y a aucun doute là-dessus. Et après, alors j'allais dire chasser le naturel et il revient au galop, sauf que ça n'a rien de naturel. C'est chasser le construit patriarcal et il revient au galop. Et donc, effectivement, une fois passé un temps d'ouverture des possibles, un temps un peu béni où elles vont pouvoir avancer dans la cité, faire valoir leurs revendications, s'organiser. Enfin, dans chaque révolution, il y a un moment, en tout cas au 19e siècle, c'est des moments, des espèces de parenthèses plutôt dorées pour les femmes. Et après, il y a ce qu'on va appeler des backlash, des blocages, d'abord des révolutionnaires eux-mêmes, c'est-à-dire que les premiers qui bloquent sont les révolutionnaires. Enfin, je veux dire, c'est en 93. Alors 93, c'est plutôt le moment plus démocrate, social, plus radical. Enfin, c'est le moment où on abolit l'esclavage, c'est le moment où on reconnaît le suffrage universel masculin, c'est le moment où... comme tu le disais, le droit à l'insurrection, mais c'est aussi en 93 qu'on prive les femmes du droit d'association. Donc les premiers qui bloquent, c'est les révolutionnaires. Et puis après, quand il y a vraiment la contre-révolution, arrêt net de la révolution, retour en arrière, eh bien cette dynamique contre-révolutionnaire va se retourner encore plus contre les femmes, comme elles avaient été révolutionnaires. Donc en fait, elles s'en prennent plein la gueule en deux fois. Une première fois à l'intérieur de la Révolution, par les révolutionnaires qui, en gros, disent « Bon, c'est bon, les meufs, on se calme, là, ça va, vous avez assez obtenu, ça suffit. Maintenant, on aimerait bien manger la soupe, vous êtes mignonnes. » Et après coup, les contre-révolutionnaires qui disent « C'est à cause de vous, bande de furies, de pétroleuses, de tricoteuses, de tout ce que tu veux, de divorcères, de bas bleus. » Enfin, on les a accusés de tout. Le lexique est riche. Voilà, le lexique, c'est à cause de vous. Donc, vous allez encore plus morfler en sortant de la Révolution. Ce n'est pas après octobre 1789 que la femme n'aura plus vraiment sa place dans la Révolution. Non, c'est plus tard. C'est plus tard. Alors, après octobre 89, c'est le moment où les députés débattent du droit de vote. Et effectivement, ils en excluent les femmes. Mais au même moment, ils en excluent aussi 40% des hommes en âge de voter. Donc, voilà, c'est des logiques plus de fermeture du vote que vraiment d'exclusion des femmes. Parce que après 89, elles obtiennent l'égalité dans les successions, l'égalité absolue dans le mariage et le divorce, des facilitations pour que les droits des enfants naturels soient reconnus, évidemment l'égalité civile, et c'est pas rien l'égalité civile, sachant qu'elles vont plus l'avoir pour les femmes mariées par la suite. Donc elles obtiennent un certain nombre de choses. Non, le coup près, c'est plutôt 93. Il y a quelque chose aussi d'intéressant que
tu parles sur ton livre pour les luttes, il y a une citation que tu dis que je trouve assez parlante sur ton intention quand tu veux parler des luttes. Parce que, évidemment, il y a des historiographies quand on parle des luttes féministes, du droit pour les droits sociaux. Il dit « Je ne ferai pas une histoire des droits ni une histoire de toutes les luttes sociales, mais ce que l'on pourrait appeler une histoire populaire des droits en France. » Qu'est-ce que tu entends par les droits populaires des droits en France? En fait, c'est l'histoire qui est populaire, là, dans ma phrase. D'accord. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait ce bouquin, donc on s'est battu pour les gagner, je l'ai fait parce que moi, j'en ai marre que quand on enseigne les droits, que ce soit le droit de vote, le droit d'interrompre sa grossesse, le droit au travail, enfin tous les droits, le droit au repos, le droit à la retraite, parce que j'ai eu l'idée de ce bouquin en pleine mobilisation pour le droit à la retraite. À chaque fois qu'on en parle, en général, on donne le nom du ministre, plus rarement de la ministre, parce qu'il y a eu moins de femmes ministres, qui ont signé la loi, qui ont entériné ce droit. Donc, et comme s'ils en étaient les auteurs. Donc ça donne, Waldeck-Rousseau a donné le droit de se syndiquer aux ouvriers, Le Dru-Rollin a donné le droit de vote aux hommes, c'est pas plus mal de présenter parce qu'en général on précise pas, ou De Gaulle a donné le droit de vote aux femmes, là je m'étrangle, tu vois. Voilà, donc c'est ça qui m'énervait, et à chaque fois une date, 84, Waldeck-Rousseau, droit de se syndiquer, 1848, Le Dru-Rollin, voilà, bon. Et en fait, ça m'énerve, et ça revient à la phrase de Bourdieu, c'est que si on fait comme ça, on oublie tous les mouvements sociaux, toutes celles et ceux qui, dans le passé, se sont battus pour que, justement, ce droit devienne une loi. Et qui plus est, quand on regarde ceux et parfois celles qui ont fait ces fameuses lois, souvent ils l'ont fait parce que déjà les hommes et les femmes du passé s'en étaient saisis. Hein. Je veux dire, quand Waldeck-Rousseau reconnaît soi-disant le droit de se syndiquer en France, il y a déjà des chambres syndicales partout. En fait, le mec, il ne fait que essayer de contrôler ce qui existe déjà. Et il le fait pour essayer justement contrôler le bon terme et donc limiter. Donc, ok, il y a des syndicats partout. Merde, comment on va faire ? On va mettre une loi et les employés du service public n'auront pas le droit de se syndiquer, et on n'aura pas le droit de se syndiquer dans l'usine, et on n'aura pas le droit de se syndiquer à l'atelier, et il faudra déposer les noms des dirigeants, et il faudra que ces dirigeants n'aient pas fait de prison. Donc, c'est très pratique si quelqu'un fait de prison, pas dirigeant syndical. Enfin, donc... Et après, tu vois dans un truc, Waldeck-Rousseau, droit de se syndiquer. Mais juste, moi, je trouve ça d'une injustice folle. Donc, quand je dis que je veux faire l'histoire populaire des luttes pour les droits, c'est-à-dire que je veux faire l'histoire de tous les mouvements qui ont conduit, parfois, bien souvent forcé, les différents gouvernements et les ministres concernés à mettre leur nom sur ces fameuses lois. Oui, parce qu'en fait, et puis en plus de ça, sur la partie sur les droits politiques, c'est hyper intéressant, surtout la partie sur le vote, en fait, parce qu'on a l'impression que la révolution est passée, et que finalement, voilà, on a le vote des hommes, un peu universel, et puis après viendra beaucoup plus tard, trop tard, le vote des femmes. Mais en fait, on se rend compte que le vote, c'est une sorte de variable d'ajustement un petit peu qui va au fur et à mesure des régimes qui vont advenir tout au long du 19e siècle, et de voir qu'en fait, cette chose qui nous semble acquis, parce que nous, maintenant, on vote pour le président de la République au suffrage universel direct. Ce qui me semble une très mauvaise idée, mais ça, c'est une autre affaire. Ah, c'est intéressant, ça, pour le coup. En plus, on est sur une vidéo sur De Gaulle en ce moment, et du coup, on est vraiment sur le côté du suffrage universel direct. Moi, je suis absolument pour le retour au système 3e et 4e République, c'est-à-dire que c'est décidé par l'Assemblée. Cette personnification, ça donne ces courses. Pour le coup, ce que disait De Gaulle, c'est une monarchie populaire. Oui, mais moi, je suis contre la monarchie, même populaire. Oui, bien sûr, évidemment. C'était un peu, c'est comme ça qu'il défendait, en tout cas, quand il arrive en 58 et 62 du coup, quand il instaure le suffrage universel direct, il dit voilà, on est nous dans cette optique c'est une monarchie populaire, et donc ce qui fait que dans ce rapport de force entre un ministre, peut-être faussément de cohabitation, il y a toujours une sorte de ça reste un monarque. D'ailleurs, c'est pas étonnant que de Gaulle à Macron, ils aient tous été grimés soit dans les manifestations, soit dans la presse, en Louis XVI, Louis XIV, selon parfois en Napoléon. Moi, je suis absolument pas pour la désignation du président ou de la présidence au suffrage universel. Enfin, là, on est dans une merde noire à cause de ça, avec
avec en plus un boys band de revenants des gouvernements précédents pour devenir... Enfin, c'est horrible, ça. Ça donne ça démultiplie les égos. Enfin, non. Et c'est intéressant, mais du coup justement cette variable d'ajustement là, je trouve que c'est intéressant aussi un petit peu de l'analyser, puisqu'en fait on va avoir des votes censitaires au moment de la monarchie de Juillet, on va aussi... Peut-être faut leur expliquer censitaire, parce que censitaire... Parce que c'est un truc qui a longtemps existé en France, dans d'autres pays en Europe comme l'Italie jusqu'à très tard, mais c'est quand même assez dingue. En fait, pendant très longtemps, on s'est demandé... La grande angoisse des dirigeants, c'était de donner le droit de vote aux plus pauvres. Parce que forcément, ils étaient convaincus que les pauvres, ça vote mal. Alors, vote mal, entend, en fait, ça risque de voter par des gens qui veulent renverser les gens qui sont au pouvoir. C'est un peu le risque quand même. Donc, ils se sont beaucoup posé la question de comment exclure les plus pauvres, les ouvriers. Et une des solutions, c'est de lier le vote au niveau d'impôts que payent les personnes. Et donc, effectivement, un vote censitaire, parce que l'impôt, à l'époque, on appelle ça le cens. Donc, on appelle ça impôt censitaire. Je sais que tu sais, mais c'est parce que... Non, mais c'est super intéressant. Et c'est une notion, moi j'ai redécouvert par exemple en bossant sur l'Italie de Mussolini, où tu ne pouvais que voter si tu savais lire et que tu avais plus de 30 ans. Enfin, c'est-à-dire que c'était très excluant quand même pour une époque, notamment entre le sud de l'Italie, beaucoup plus pauvre, beaucoup plus populaire, et le nord de l'Italie, où du coup, voilà. Et non, et tu donnais des exemples, je crois que c'est la monarchie de Juillet, où il fallait... justifié d'être imposable au niveau de 200 francs, je crois, à l'époque. Alors, le pire, c'est la Restauration. C'est Restauration, c'est ça. Donc, la Restauration, c'est le régime qui est après l'Empire, donc 1814-1830. Effectivement, pour avoir le droit de vote, il faut payer... Alors, il y a 4 impôts à l'époque, mais il faut que la somme de ces 4 impôts fasse 300 francs. Alors, pour donner une idée... 300 francs d'impôt à l'époque, c'est maintenant la limite de ce qui était l'impôt sur la haute fortune, sur la fortune. C'est très, 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 très élevé. Parce que là, 300, on se dit 300 €, c'est bon, quoi. Si moi, je payais 300 € d'impôt, je serais contente. Donc, non, c'est très, très, très élevé. Et d'ailleurs, ça se voit, puisque, en fait, 97% des hommes en âge de voter ne peuvent pas voter avec cette loi. Donc ça réserve le droit de vote aux plus riches, les riches étant à l'époque ceux qui ont des propriétés. Parce qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu, c'est de l'impôt foncier. Donc oui, c'est complètement dingue. Après, il y a eu des censitaires plus soft, de 1789 à 1792. Voter, il fallait payer l'équivalent de 3 journées de travail dans le département. Donc, c'était 60% des hommes en âge de voter qui avaient le droit de vote. Oui, c'est ça. La monarchie de Juillet, elle a conservé ça, mais elle passe à 200 francs. Donc, ça reste élevé. Mais résultat, c'est à peu près 10%, entre 8 et 10% des hommes en âge de voter qui votent. C'est rien, mais ceux d'avant, c'était 2-3%. Et ensuite, donc, c'est le Second Empire qui va... Alors après, donc 1848, c'est le suffrage dit universel, c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais enfin universel masculin. Plus tard, Madeleine Pelletier dira que c'est un suffrage unisexuel. Et donc les femmes sont exclues, mais il y a plus de raison, il y a plus d'impératif de niveau d'impôt. Mais les libéraux, ça les panique parce qu'ils trouvent que toujours les ouvriers votent mal. Leur grande angoisse, c'est les ouvriers des villes. Et donc en 1850, parce que c'est vicieux, le libéral, faut le savoir. C'est vicieux, mais le libéral est vicieux, mais il n'est pas con. Et donc, il trouve une loi, qui est la loi du 31 mai 1850. Et la loi du 31 mai 1850, elle a sorti le droit de vote à des conditions de domiciliation. Il faut, pour avoir le droit de voter, résider depuis plus de 3 ans dans sa commune. Alors là, vous vous dites, c'est quoi le problème? Sauf qu'en fait, quand on regarde la mobilité des Français, alors je dis que des Français, puisque les femmes ne votent pas à cette époque, ceux qui ne déménagent jamais, c'est les bourgeois, qui possèdent leur maison, leur appart, leur machin, leur bidule. Ceux qui ne déménagent pas non plus, c'est les paysans propriétaires qui possèdent leurs terres, même toutes petites. Mais les propriétaires, ils font pas peur à la bourgeoisie parce que c'est plutôt conservateur. En revanche, ceux qui déménagent tout le temps, parce qu'il faut suivre le marché du travail ou parce qu'ils perdent, c'est les ouvriers. Et cette loi qui va retirer du collège électoral en France à peu près 30% des votants, quand on regarde, par exemple,
À Paris est une ville ouvrière à l'époque, hein, c'est 60% des gens qui sont exclus. À Roubaix, qui est encore plus ouvrière, c'est presque 90% des gens qui sont exclus. Alors que dans des villes plus bourgeoises, c'est à peine 5% de gens qui sont exclus. Donc c'est un système qui leur a permis de priver du droit de vote. Et d'ailleurs, tout le monde a bien compris. Et évidemment, eux aussi, hein, ils sont... Donc c'est là qu'ils sont vicieux, je te dis, ils sont malins. Ça a privé les ouvriers du droit de vote. Et c'est intéressant parce que du coup, de l'autre côté, comment, tu vois, quand on entend pour les droits, le vote aujourd'hui, ça semble tellement évident qu'il y a quasiment plus de débat. Enfin, tu vois, il y a un truc où, voilà. Mais tu vois, par exemple, quand on parle des 35 heures, le Front Populaire, on dit, si on leur donne 40 heures, ils vont arrêter de travailler, c'est la ruine de la France, etc. Est-ce qu'à l'époque, il y avait des débats similaires en disant, mais attendez, mais si on laisse tout le monde voter, ils vont mal voter, ils vont faire... Est-ce qu'il y avait des débats un peu similaires sur le vote? Ah, mais il y a toujours eu, de toute façon, des cris de panique... que ce soit pour tous les lois sociales. À chaque droit social, tu as le patronat qui dit la France va tomber dans une ruine infâme, ou avant, on va tous partir. En fait, tiens, non, il reste. Donc, en fait, il faut arrêter de trouiller sur leur discours. Et sur le vote, en permanence, le menace sur la France, mais même pour le droit de vote des femmes. Ils considéraient que le droit de vote des femmes allait menacer la France, allait livrer la France à l'Église sous la Troisième République, que tout allait aller à volo. De toute façon, ces alarmes, c'est des stratégies. Il y en a vraiment, vraiment systématiquement. Sur le droit de vote des femmes, t'en parles, je trouve ça très intéressant aussi. C'est aujourd'hui, quand on le raccourcit, on dit que c'est une récompense de De Gaulle aux femmes pour avoir résisté pendant la guerre, en fait, alors que c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus longtemps. Alors d'abord, c'est pas De Gaulle parce que c'est l'Assemblée d'Alger. C'est le gouvernement provisoire. C'est un débat à l'Assemblée d'Alger. C'est un amendement qui a été voté avec la réunion un peu contre nature, si on peut dire, des communistes et des démocrates chrétiens. Les démocrates chrétiens ont toujours été favorables au droit de vote des femmes parce que eux, ils savaient que les femmes, il y avait de grandes chances qu'elles votent pour eux. Ce qui était démontré dans d'autres pays. Voilà, les femmes à l'époque, en raison de leur éducation, votaient plutôt centre droit et les partis cléricaux, effectivement. Et les communistes, qui pensaient bien que les femmes n'allaient pas voter pour eux, en tout cas pas majoritairement, mais qui étaient favorables à l'égalité femmes-hommes. Et donc, ces deux groupes à l'Assemblée d'Alger, qui pourtant sont politiquement pas du tout d'accord, on fait passer ce qu'on appelle l'amendement Gagné, qui est l'amendement qui reconnaît le droit de vote pour les femmes. Et ensuite, De Gaulle, il signe la putain d'ordonnance. Et c'est tout. Voilà. Alors, évidemment, il y en a qui vont sortir qu'il a dit, il y a une phrase avant où il dit qu'il y était favorable. Enfin, dire qu'il y était favorable, c'est pas ça qui fait qu'il le donne, quoi. Il y a des gens qui disent que c'était déjà dans les textes du CNR, donc du Conseil national de la Résistance. Oui, mais c'était de toute façon, c'est dans la déclaration des droits que propose la LDH dans les années 30 et c'est discuté dans l'entre-deux-guerres et d'ailleurs voté par la Chambre des députés à 6 reprises dans l'entre-deux-guerres et bloqué par le Sénat à plusieurs reprises dans l'entre-deux-guerres. Il y a des projets même dans les... Enfin, je veux dire, ça fait longtemps que ça existe. Et c'est des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de femmes et quelques hommes qui se sont battus pour le droit de vote des femmes en manifestant, en organisant des fausses élections, en candidatant à ces élections, en écrivant des textes, en cassant des carreaux. Voilà, c'est plus d'un siècle et demi de mobilisation pour obtenir le droit de vote des femmes. Donc, De Gaulle a donné le droit de vote des femmes, mais moi, je m'étrangle, quoi. D'ailleurs, Par ailleurs, c'est marrant parce que lors l'un des premiers votes, alors pas le vote pour les municipales, mais le suivant, le vote pour le référendum, et De Gaulle et sa femme ont tous les deux voté pour la première fois. Sa femme parce que c'était une femme et De Gaulle parce que c'était un militaire. C'est vrai que les militaires ne pouvaient pas voter avant, ça c'est très vrai. Les militaires en service ne pouvaient pas voter. Exactement, tout à fait. C'est notamment, par exemple, Pétain qui n'aimait pas trop la République, de toute façon, il n'avait pas... Normal qu'il ait liquidé puisque de toute façon, il n'avait jamais voté, donc il... Et pas forcément l'intérêt. Alors, il y a quelqu'un qui dit que Louise Michel, déjà, c'était un de ses combats. Alors, Louise Michel, elle s'est pas du tout battue pour le droit de vote, parce que Louise Michel, c'est une anarchiste. Donc, pour elle, le droit de vote, ça n'a aucun sens. Donc, Louise Michel, elle dit le suffrage universel, c'est un miroir aux alouettes. Elle a une citation. Il y a un arbre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un arbre qui tombe, sa résine tue. Et c'est un mancilier, je crois. Et elle dit le suffrage universel, c'est comme le mancilier, on s'endort dessous et on meurt. Est-ce que, en fait,
ce qui est assez intéressant, c'est que tu évoques le fait que parfois le... Attendez, j'ai une musique qui vient de se lancer. Ouais, c'est une musique. C'est marrant, ça. Alors, la liberté la liberté. Non, mais du coup, ce que tu dis aussi, c'est que le vote, pour le coup, c'est que parfois, il est utilisé comme une fin en soi aussi, dans les luttes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le vote, finalement, on se laisse un petit peu aussi... on réduit la personne à son simple bulletin qu'il met dans l'urne et puis c'est tout, quoi. Bah, le vote, il a aussi été pensé comme ça, hein. Tu te souviens, les libéraux vicieux? Bien sûr. Bah, les libéraux vicieux, ils ont vite compris que finalement, il valait mieux donner le vote parce que ça compte. Le vote délégitime l'émeute. À partir du moment où on a un bulletin de vote, on n'a plus le droit de quelque part dans les imaginaires de se révolter. Et donc, en fait, ça arme beaucoup le pouvoir. Donc, les libéraux en 48 acceptent le suffrage universel, bon, pas des femmes, hein, mais universel masculin, parce qu'ils ont la sensation qu'ils vont le contrôler et que c'est à ce moment-là, c'est la meilleure des choses qu'ils peuvent faire. Parce que c'est effectivement un moyen de débrutaliser pour eux. C'est pas non plus un hasard si le droit de vote en France a été rabaissé de 21 ans à 18, juste après mai 68. C'est-à-dire que, OK, vous avez des pavés, ben on va vous donner des bulletins de vote et vous allez arrêter de nous faire chier avec vos pavés. C'est pas que ça, oui. mais il y a cette idée dedans. Il y a aussi, sur les femmes, on disait, certaines ont été élues avant d'avoir le droit de vote aussi, ça, c'est quand même assez fou. Je pense notamment à certaines femmes du Parti communiste ou le Front populaire, par exemple, dans l'entre-deux-guerres. Quelle voix elles portent, ces femmes, au sein de leur parti ? Quelle importance elles ont quand elles intègrent, justement? Est-ce que c'est purement symbolique et finalement, est-ce qu'elles sont marginalisées ou est-ce qu'elles arrivent à porter quelque chose de différent? Alors, d'abord, elles se sont portées candidates avant d'être élues. Déjà. Ouais, j'ai une étudiante qui s'appelle Priscilla da Silva qui est en train de commencer une thèse là-dessus, sur toutes ces femmes qui se sont portées candidates avant d'avoir le droit de vote. Elle travaille sur ces candidatures féminines et féministes de 1849, ce qui semblerait que ça soit une des premières. Hein. Peut-être même la première, c'est Pauline Roland en 48, et puis après, la plus connue, c'est Jeanne de Rouen en 1849. Hein. Et elle va jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et pour celle de l'après-Première Guerre mondiale, hein, c'est Fanny Bugnion, qui a déjà beaucoup travaillé sur une des premières femmes élues, qui est Joséphine Pencalette. Elle a fait un livre magnifique sur Joséphine Pencalette, qui est en train de travailler, elle, sur les femmes candidates et cette fois élues. C'est la grosse différence dans l'après-guerre. Alors, Joséphine Pencalette, je vous mets une petite image. Ouais, il me semble que c'était de chez moi, Pencalette, en Bretagne. Ah, bah, c'est Douarnenez. Ah, bah, Pencalette, oui, ça me disait bien quelque chose. Ouais. Douarnenez, on connaît très bien Même ici. si à Douarnenez, il n'y a pas beaucoup de mémoire de cette femme et de la grève à laquelle elle a participé avant, des Sardinières. Des Sardinières. C'est une des grévistes des Sardinières et ensuite elle se retrouve sur la liste de Flancher et elle est élue avant que le Conseil d'État ne casse cette élection. Donc elle a été comme... Il y en a 9, hein, je crois, en tout cas, pour l'instant, parce que Fanny Bugnion est en train de travailler dessus et il y a quand même de fortes chances qu'elle trouve... si vous allez à Nantes, ça vaut le coup de la rencontrer, hein, mais elle va sûrement trouver d'autres choses, hein, parce que c'est ça qui est génial, c'est que le champ là est ouvert. Mais oui, on trouve toujours des choses. Donc là, il y a son livre sur Pencalette, mais dans les partis, pour répondre à ta question, c'est très très variable. Alors elles sont pas forcément toutes dans des partis. Priscilla da Silva, elle avait fait un master sur les femmes qui ont candidaté en 1810, que c'est un moment où on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont candidaté en 1810, dont des très connues. Hubertine Auclair était candidate. Marguerite Durand, la fondatrice de la Fronde, était candidate. Madeleine Pelletier, la médecin, psychiatre, et anarchiste, était candidate. Enfin, anarchiste, c'est plus compliqué, mais enfin, on va dire anarchiste, c'est plus facile, était candidate et d'autres l'étaient à ce moment-là. Et certaines ont été candidates pour la SFIO, c'est le cas de Pelletier, c'est le cas de Kaufmann, d'autres avaient candidaté toutes seules. Donc c'est très variable en fait. Et sur le cas de Pencalette, que donc on connaît grâce aux travaux de Fanny Bugnion,
Elle a effectivement été portée sur la liste à une position éligible par le PC, mais une fois que le Conseil d'État a eu cassé l'élection, ce que dit Fanny Bunion, c'est que Joséphine Benguelette a eu aucun soutien du parti. Donc là, franchement, je pourrais pas en dire beaucoup plus parce que c'est très variable d'une situation à l'autre et qui plus est, c'est vraiment du work in progress parce que c'est intéressant. On est sur la brèche là, du coup, sur voilà, ça, c'est très intéressant. Des historiennes sont en train de travailler là-dessus et de fait découvrent. Priscilla, quand elle a travaillé en M1 sur les élections de 1910, elle découvre une candidate d'Amiens, Marie de Nizard, personne n'en avait jamais entendu parler. Elle creuse et puis à la fin de son M1, elle me dit voilà, j'aimerais bien faire mon M2 sur Marie de Nizard parce que je sens qu'il y a un truc avec cette meuf. Moi, je lui fais confiance, je dis ok, le risque c'est qu'il n'y ait pas grand-chose, mais ok, on cherche. Et en fait, elle a trouvé des trucs pas possibles, et notamment que Marie de Nizard est la première femme qui se soit présentée à l'élection présidentielle en France en 1913. Oh, waouh, punaise. Ah oui, c'est une vraie... ouais. Non, mais quand même, découvrir qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté... Avant Arlette Laguillet. C'est fou, quand même. Et cette Marie de Nizard, qui par ailleurs a écrit plein de trucs, etc. Après, on va en trouver, parce que maintenant, c'est ça qui est génial. Donc, elle trouve ça... Et cette pauvre Marie de Nizard, elle a quand même été enfermée au sortir de la Première Guerre mondiale. Elle a terminé sa vie dans un hôpital psychiatrique. Elle est donc dans un hôpital psychiatrique alors que les femmes obtiennent le droit de vote en 1944. Oh non, c'est donc pas elle vrai. a fait un mémoire qui s'appelle De l'Élysée à l'asile. Et en fait, cette histoire est tellement dingue. D'abord que à Amiens, maintenant, il y a une rue Marie de Nizard, qu'à l'hôpital où elle a été enfermée, ils ont rebaptisé une des ailes où elle a été enfermée du nom de Marie de Nizard parce que c'est quand même quelqu'un d'important. Et il y a d'abord eu une super vidéo YouTube de Manon Bril sur Marie de Nizard parce que dans le cadre d'une option que j'ai à la fac, j'avais fait rencontrer Manon Bril et Priscilla da Silva, donc il y a eu ça. Et ensuite, il y a eu un super podcast, je crois que c'est France Culture, sur Marie de Nizard. Wow, l'histoire de la première candidate à la présidentielle en 1913. Voilà, donc moi je suis sûre que Priscilla da Silva, elle va trouver des trucs sur les premières candidates, et évidemment Fanny Bunion, alors je sais pas parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vue, mais l'année dernière où elle a beaucoup avancé parce qu'elle avait une année de recherche pour le faire, j'ai hâte de savoir tout ce qu'elle a trouvé. Ça doit être absolument passionnant. Ah ouais, donc là, elle a poussé le... Mais comme tu dis, le champ est tellement ouvert au final. C'est ça qui est sympa en histoire. On trouve des trucs. Bien sûr, évidemment. Puis je vous dis, le plaisir de tomber sur une archive, sur quelque chose qui fait avancer votre recherche et plus encore la connaissance. Là, typiquement, Marie de Nizard, c'est quand même assez fou l'histoire de la femme. La première femme qui s'est présentée aux élections présidentielles, c'est quand même une histoire assez dingue. Il y a aussi quelque chose aussi, je trouve intéressant dans le livre. Tu parles en 1850 de cette histoire des femmes qui signent une pétition entièrement féminine pour défendre le suffrage masculin. Oui. C'est quand même assez intéressant. Comment est-ce que tu lis cette solidarité ? C'est une solidarité de classe ? C'est une solidarité... Oui, c'est une solidarité de classe parce que la pétition auquel tu fais référence, donc c'est une pétition après la loi de 1850 qui ferme le droit de vote aux ouvriers essentiellement. Et donc elles défendent les hommes de leur classe sociale, ouais. Et Jean Guise, rassurez-moi, elle a été internée, donc on parle de Marie de Nizard, pour des vraies raisons de santé, pas pour isolement politique. Franchement, c'est pas trop. Elle a eu. Alors là, il faudrait. Elle était très embêtée pour ça, Priscilla da Silva, parce que forcément, quand on regarde les archives médicales, psychiatriques, qui disent qu'elle a l'air complètement folle, mais à côté de ça, cette Marie de Nizard a écrit à sa sœur et elle est très posée quand elle lui répond. C'est pas du tout sûr. Enfin, s'il y en a dans ceux qui nous écoutent qui ont lu le Adélion, mon vrai nom est Elisabeth, je veux dire, des femmes qui ont été enfermées, non pas parce qu'elles étaient folles, mais parce qu'elles ne correspondaient pas à ce que l'on attendait en normes de comportement d'une bonne épouse sage, ou voilà, il y en a plein. Donc c'est difficile de lui répondre. Ouais, Sans doute, elle a eu un moment de passage à vide pas méga en forme.
Et ils ont profité pour l'enfermer. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on est enfermé, de fait... Être la seule femme politique dans un milieu d'hommes pendant toute sa vie, de toute façon, peut-être qu'à un moment donné, on peut avoir un petit coup de... ouais. Ça peut être dur, quoi, à un moment donné. Mais il y en a plein qui se sont retrouvés... Enfin, je veux dire, Madeleine Pelletier, elle a terminé dans un hôpital psychiatrique où... Ce qui est fou, c'est que Madeleine Pelletier, c'est la première femme psychiatre de France. Et on l'a enfermée de force après qu'elle ait pratiqué des avortements, en considérant que pratiquer des avortements, c'est qu'elle était folle, et elle est donc morte dans un hôpital psychiatrique. Ariali s'est fait interner. Ils ont essayé à plusieurs reprises d'interner Louise Michel, puisqu'on parlait de Louise Michel tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, alors ça, il y a plein de littérature là-dessus, mais la femme politique, la femme qui veut faire de la politique à ces moments-là, elle est considérée comme hystérique, comme folle. Hystérique, ça vient d'utérus en plus. Donc oui, il y en a quand même un certain nombre qui ont été enfermés, en fait, pour les remettre à leur place. Ouais, donc en fait, c'est aussi ça. Il faut essayer de, quand on traite de fou, c'est remettre en perspective avec son époque et avec le temps, et de se dire que, en tout cas, ce qui est super intéressant, et des gens dans le chat disaient qu'apparemment il y avait l'étudiante dont tu parlais qui travaille sur Marie de Nizar qui nous passait le bonjour. Apparemment, elle a eu l'info qu'on parlait d'elle dans le chat. Donc, cool. Donc super, on la salue. Tu peux rappeler son nom, s'il te plaît? Priscilla da Silva. Priscilla da Silva, donc qui fait un super travail sur Marie de Nizar, et j'avoue, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, parce que je pense que c'est une histoire assez dingue. Justement, on parlait un petit peu il y avait un sujet que j'avais noté, que j'avais envie qu'on évoque ensemble. C'est aussi les luttes, et notamment tu parles des femmes, ça se passe aussi dans la vie quotidienne, et par les vêtements, par des objets. Et quand on s'est rencontrés la première fois, tu évoquais la crinoline. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la crinoline, et comment est-ce que cet objet qui, pour nous, paraît très désuet, est aussi finalement un objet de lutte, ou en tout cas d'affirmation? Alors. Oh là là, j'ai vu Mathilde le sourire de allez, on est parti, c'est incroyable. Vous avez 2 heures. Et nous avons. Non, il faut que je bouffe un moment, moi. Donc, la crinoline. En fait, je suis venue à la crinoline puisque j'ai écrit un bouquin qui s'appelle. Finalement, c'était pas un super bon titre. En fait, j'avais d'abord écrit un bouquin sur l'histoire des luttes féministes que j'avais appelé Rage Against the Machisme, évidemment lié à Rage Against the Machine, et qui est un slogan, c'est pas du tout moi qui ai inventé, c'est un slogan des manifestations américaines. Et après, j'ai voulu en faire un deuxième sur les objets des luttes féministes, en m'inspirant des travaux d'autres chercheurs et chercheuses qui commençaient à faire de l'histoire des objets et qui montraient que les objets, finalement, c'est une bonne porte d'entrée dans l'histoire, parce que c'est incarné, parce que ça parle, et ça permet, dans un souci justement de vulgarisation, d'intéresser les gens à l'histoire. Donc, j'ai voulu faire l'objet des luttes féministes, pas les objets des femmes, parce que sinon, j'allais me retrouver à faire le talon aiguille, le rouge à lèvres, ça me faisait chier, mais les objets pour lesquels elles avaient lutté, contre lesquels elles avaient lutté, qu'elles avaient utilisé pour lutter, enfin voilà, tout. Bon. Et voilà, et comme j'avais fait Rage Against the Machine en premier, j'ai fait Gun and Roses, puisqu'il y avait des guns dans mon histoire. Elles ont pris des fusils, et des roses, des roses, elles ont utilisé les roses pour lutter. Bon. Et dedans, il y avait les vêtements, un certain nombre de vêtements, des vêtements qu'elle voulait obtenir, le pantalon, en m'appuyant sur les travaux de Christine Barr, les vêtements dont elle voulait se débarrasser, le corset, des vêtements plus ambivalents, le soutien-gorge, et dedans, je croise la crinoline. Et je croise au début la crinoline à partir de textes alors le mot n'existe pas à l'époque, mais on va quand même l'appeler comme ça, d'une féministe du Second Empire qui s'appelle Olympe Audouard. Olympe Audouard, elle est un petit peu connue parce qu'elle a écrit un bouquin qui s'appelle Guerre aux hommes, qui est hyper drôle, qui est écrit sur le modèle des caractères de la Bruyère, c'est-à-dire qu'elle prend différents caractères de mecs, et il y a le mangeur de dot, le mari trompeur, voilà, et ça a failli être au programme de première, et puis ça a été jugé trop misandre, ce que ça l'est pas, c'est un terme, c'est un titre provocateur. Et donc, ça l'est pas, même si il y a quand même eu des manuels, il y a eu des maisons d'édition qui avaient commencé l'édition scolaire pensant que ça allait sortir, et donc qui l'ont quand même sorti. Bon, bref. Et cette fameuse Olympe Audouard attaque la crinoline. Donc, je me dis, encore un objet qu'on attaque.
Et donc, je commence à chercher et je me rends compte... voilà, on voit. Là, ils le voient, les gens ? Oui, ils le voient, tout à fait. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, la crinoline, c'est vraiment cette robe, on va dire, qui vient s'évaser très largement au niveau des hanches et qui est très typique du 19e siècle. Non, alors, plus précisément. D'abord, c'est pas la robe, c'est la structure qui permet que la robe s'évase. Et ensuite, c'est vraiment cette silhouette, cette mode avec le bas du corps qui est en ampleur. Ça commence au milieu des années 1840 et ça va aller jusqu'aux années, à la fin des années 1860. Après quoi, c'est remplacé par ce qu'on appelle la tournure ou la silhouette en S, où les meufs, elles ont une espèce de gros faux cul derrière. Ah oui. Et devant, c'est tout plat. Et là, c'est très clairement une crinoline de la fin des années 60. Je commence à être très spécialiste, puisqu'elle commence à être droite sur le devant et qu'elle remonte par derrière. Donc là, c'est une crinoline fin de règne, en fait. Mais voilà, c'est ça la crinoline. Donc forcément, je vois ça, je me dis... Ouah, encore un horrible vêtement pour comprimer les femmes. Elles peuvent pas passer les portes. C'est horrible. Elles peuvent pas s'asseoir. C'est un objet sexualisant, comprimant. Un peu comme le corset. Oui. Et de fait, je vois que globalement, c'est ce qui est écrit au doigt. Mais je vois très peu de choses écrites dessus, alors que il y a des articles sur le corset, il y a des travaux sur le corset, sur la crinoline, je vois pas grand-chose. Je vois un article d'un collègue qui s'appelle Thomas Boucher, qui avait travaillé sur De Jacques, qui est un révolutionnaire et qui dit que dans le monde à venir, les femmes n'auront plus de crinoline, elles auront des pantalons, hein, donc tout ça collé tout bien, quoi. Tous emboîtés. Donc, je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose, mais qu'en même temps, ça a l'air de coller. Donc, je commence à rédiger et je me rends compte aussi qu'un certain nombre de femmes brûlent à cause de leur crinoline. Parce que comme la jupe est large, même si celle que vous voyez là est pas très large, et que c'est un monde où il y a du feu dans les cheminées, il y a des bougies, etc., les robes prennent feu, et que comme la crinoline, c'est une structure en acier, c'est pour éteindre le feu. D'ailleurs, j'en profite comme ça, tout le monde le sait, il faut mettre une couverture sur les gens, il faut écraser le feu. Sauf que comment tu écrases le feu sur une structure en acier ? Oui, compliqué, tu n'arrives pas à l'étouffer. Voilà, c'est plus compliqué. Ouais. Donc, je fais le truc et je me dis, tiens, il y a quand même quelque chose. Donc, je commence à me dire, je vais continuer à chercher. Peut-être je pourrais en faire un article. Oui. Donc, je commence à faire de la biblio. Je vois qu'en France, il n'y a pas grand-chose. En Angleterre, il y a 2-3 articles. Il y a un article en Hollande. Enfin, c'est vraiment pas beaucoup. C'est parcellaire, quoi. C'est parcellaire. Je me dis, mais comment ça se fait qu'une mode sur laquelle tant de gens ont écrit à l'époque, le nombre d'articles est considérable. Il y en a dans tous les pays, de la crinoline. C'est vraiment assez impressionnant. Comment se fait-il qu'il n'y ait rien ? Et donc, je commence à creuser et je me rends compte. Alors ça, c'est une photo fausse, par exemple. Les crinolines ne pouvaient pas ressembler à ça. Attends, je vais le montrer aux gens pour que vous voyez rapidement. Hop. Elle est beaucoup trop large, c'est impossible. Aucun modèle n'est de cette sorte-là. Et en plus, on a l'impression que non seulement les cerceaux sont durs, mais aussi les points verticaux qui les rassemblent. Alors en fait, c'est toujours faux. Non, en fait, ça, c'est des photos qui ont été faites pour se moquer des crinolines. D'accord. Elles sont pratiquement jamais aussi larges, de toute façon. Bref, et en cherchant, je me rends compte que c'est vachement plus compliqué, mon histoire de crinoline. Et déjà, je me rends compte que c'est pas du tout un truc de grosse bourgeoise comme sur cette... un truc de grosse bourgeoise... comme sur cette photo, et comme sur beaucoup, voilà, c'est pas que Sissi et Princesse Eugénie. En fait, toutes les classes sociales ont porté des crinolines. Ah, d'accord. J'ai tout un tas de marques que les ouvrières, même les paysannes, pouvaient être en crinoline. Parce que de toute façon, elles voulaient faire gonfler leur robe, c'était un peu la mode, et que entre superposer 10 jupons pour que ça fasse pshht, et mettre une structure en acier qui pèse beaucoup moins lourd, valait mieux mettre la structure en acier. Donc, voilà, déjà, je vois ça. Et ensuite, alors, évidemment, c'est moins pratique qu'un pantalon, il n'y a aucun doute là-dessus. Et évidemment, c'est pas toujours super génial pour s'asseoir sur des chaises, pour passer des portes quand elles sont trop larges, c'est sûr, évidemment. Mais d'un autre côté, en un siècle qui ne donne absolument aucune place aux femmes, elles arrivent en faisant
dégage, je suis là. T'es bien obligé de faire avec moi, mec. Ouais. Et il y a vraiment un côté comme ça. Et il y a un côté comme ça dans les sources. Alors, il faut aller le chercher. Mais vraiment, ça... C'est intéressant, ce côté. On prend la place dans l'espace public, sur le trottoir. Et c'est pour ça que les mecs le détestent. Parce que, que les modes soient détestés, ça c'est vieux comme les modes, on va dire. Hein. Tu trouves ça... au XIIe siècle, déjà, tu avais des gens pour protester contre le luxe. Puis Caton, même, hein, on peut remonter avant. Mais là, il y a un niveau de haine contre la crinoline qui est juste complètement dingue. Et une des raisons, c'est les femmes prennent trop de place. Et notamment, les mecs ne supportent pas parce que sur les trottoirs, ils sont maintenant obligés de marcher dans la chaussée. Et les femmes répondent en disant « Bah oui, désolé. Désolé, non. Les trottoirs sont à nous. » Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, il y a ce truc-là. Et l'autre chose, c'est qu'elles ont pleinement conscience que c'est hyper efficace. D'ailleurs, j'ai essayé dans le métro, parce que maintenant, je fais des conférences en crinoline, donc je m'amuse à le mettre dans le métro. Génial. Ça vous met n'importe quel colleur à distance. Ah bah ça, c'est pratique. Ah bah les forceurs, ils se sont un peu emmerdés comme ça. Je suis presque déçu de ne pas venir en crinoline au final. Ouais, j'aurais pu. Mais en plus, dans ce fauteuil, j'aurais pu m'asseoir. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, je commence à être très douée. Le premier coup, je me suis pris le cerceau dans la gueule et maintenant, je sais m'asseoir avec. Il y a Elrinette qui pose une très bonne question. Est-ce qu'il y a un côté où on peut ranger des choses sous la crinoline ? Alors, exactement. Il y a énormément de contrebande en crinoline. Je vais en parler aussi. Au point d'ailleurs que le service des douanes a été obligé de créer un corps spécial de douanières, d'employés, des douanes pour fouiller sous les jupes parce que les douaniers pouvaient pas trop quand même et en fait on découvre moi j'ai plein d'archives qui le montrent des fois 4 lapins et 3 perdreaux, d'autres fois des vessies remplies d'eau de vie ou d'alcool de Mirabelle ou des métrages de tissu. Oui. Il y a aussi pas mal de voleuses qui rentrent dans les hôtels en mode je voudrais une chambre, je vais me reposer, je vais sortir. Et après, quand le gars il retourne dans la chambre d'hôtel, il n'y a plus la pendule, il n'y a plus les draps, il n'y a plus les serviettes. Elles sont tout parties avec la crinoline. Donc oui, c'est très utilisé. C'est impressionnant. Et du coup, les gens disaient, parce que c'est vrai que finalement, tu as dû aller un peu à contre-courant de ce qu'on pensait à ce moment-là de cet usage. Comment est-ce que c'est quoi les sources avec lesquelles tu travailles à ce moment-là, notamment du côté des femmes, mais aussi des hommes qui râlent contre la crinoline? C'est dans les journaux et des éditos? C'est dans les journaux, c'est des pièces de théâtre, c'est les journaux qui publient des lettres de femmes qui protestent contre les articles. C'est dans des brochures que les femmes écrivent. Pour ce débat-là, c'est ça. Et aussi cet aspect du vêtement aussi. Comment est-ce que la crinoline, elle va rester combien de temps? Tu disais une vingtaine d'années environ? Oui, à peu près, ouais. Et puis elle va disparaître, les modes, j'imagine, se remplacent et puis on Après, c'est donc cette fameuse tournure qu'on voit s'amorcer dans la verte que tu mettais tout à l'heure et qu'on retrouve plus par la suite. Tu mets tournure ou pouf, tu vas la trouver. Ouais, je vais essayer de trouver. Pouf, tu risques d'avoir un siège. Mais par ailleurs, la tournure, là, par contre, elle est plutôt réduite aux classes supérieures. Voilà, c'est ça, une tournure. Ok, ouais. Je vais vous montrer ça à l'écran dans un instant. C'est The Gilded Age, quand dans la série, là, elles sont toutes habillées comme ça. Gilded Age, bien sûr. Voilà. Hop là, tac, je vous montre ça. Regarde, oui, donc... On voit comment ça, mais c'est beaucoup plus droit devant. Ça prend moins de place, en fait. Ça devait être bizarre pour s'asseoir, parce qu'on devait... Non, parce que ça s'est écrasé. Oui. Et du coup, t'as porté la crinoline. Qu'est-ce que t'as appris en portant un objet? C'est vrai que c'est toujours intéressant de passer de la théorie aussi un petit peu à la pratique. C'est très intéressant parce que il parle tout le temps dans les sources du balancement de la crinoline. Et c'est vrai que quand on marche, elle fait comme ça. Ça fait un truc assez joli, que j'ai trouvé assez joli, mais les sources en général trouvent ça joli aussi. J'ai vu les difficultés pour s'asseoir, donc j'ai compris un certain nombre de trucs que je voyais dans mes sources. Je pourrais pas dire que... Parce que c'était une fausse crinoline que j'ai eue. C'est une crinoline fabriquée maintenant. Donc, mais demain, figure-toi que demain, je vais en voir des vrais, mais des vrais d'époque. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver des vrais d'époque parce que ça fait partie des objets un peu consommables au final. Oui, c'est des sous-vêtements, donc il y en a très peu qui restent. Et les robes, elles sont restées, mais il y en a, donc je vais en voir demain. Et il y a sur Instagram, c'est une corsetière qui parle assez souvent de ça parce qu'elle fait des corsets et des costumes pour
pour des reconstitutions, pour des choses comme ça. Et l'autre jour, elle avait fait une crinoline pour la tenue de, je crois, quelqu'un à un mariage, je me souviens plus. Et elle disait que la crinoline qu'elle avait faite était plus lourde que les crinolines d'époque. Et effectivement, dans les sources, elles disent tous que c'est très léger, en fait. Et que ça, en fait, c'est assez facile à mettre en place. Au final, ça se met assez facilement sous la robe et c'est Ah oui, non, c'est pas du tout compliqué. Enfin, c'est pas spécialement compliqué. Après, on est évidemment d'accord que... dans nos usages d'aujourd'hui... oui, voilà. Enfin, les nanas, elles ont ça pour leur mariage et comme en plus, elles savent pas très bien la mettre, en général, elles se prennent les pieds dedans. Faut savoir un petit peu marcher avec. Mais c'est sûr qu'à l'époque, il aurait mieux valu que les nanas soient une vraie place, et pas simplement une place de tissu, et soit en pantalon, c'était hautement plus pratique. Mais en fait, c'était quelque part plus mobile que les empilements de jupons, par exemple. En tout cas, les gens dans le chat étaient passionnés par la crinoline. Ah non, mais je m'en suis rendu compte à chaque fois que je fais des conférences, les gens adorent cette histoire. Donc, je vois bien que c'est intéressant. Et encore, je livre que très peu de choses de tout ce que j'ai, parce que quand même, faut que j'en garde sous le coude. Bien sûr, évidemment. Et c'est aussi très bien raconté. Donc, ça donne envie d'en savoir plus. Donc, il y a les autres... Alors, pour répondre, ça peut rouiller, oui, sauf que justement, il y a tout un tas d'inventeurs qui trouvent les moyens d'empêcher que... Alors, en plus, c'est pas en fer, c'est en acier, mais c'est un acier qui est entouré de tissu. Ah, d'accord, ok. Donc, ça permet de limiter... Parce que j'ai passé aussi des heures dans les brevets des archives de l'INPI et il y a des centaines et des centaines de brevets déposés pour fabriquer des crinolines. C'est ça aussi, le travail sur le matériel, il faut aller chercher des brevets, voir qui a déposé en premier, qui a fait évoluer. Aussi, est-ce que la robe était constituée d'une jupe et d'un haut à d'autres époques, ou bien c'était une robe à l'époque, c'est plutôt une jupe et un haut, ça permet d'avoir la même jupe toute la journée, mais on change le haut quand on arrive au bal. D'accord. Donc c'est plutôt séparé à l'époque. Mais il peut y avoir aussi des robes, mais c'est quand même plutôt séparé. J'avais aussi... Il est 21h28, on commence doucement mais sûrement à glisser vers la fin de notre entretien. Parce que faut que je rentre chez moi après. Bien sûr, évidemment. Mais il y avait quelque chose d'assez intéressant. En 1950, le mouvement en défendant... Là, j'ai plus envie de parler de l'IVG aussi, parce que je trouve qu'il y a des choses quand même aussi assez intéressantes et importantes à évoquer. En 1950, le mouvement défendant les droits des femmes se bat pour la contraception et le droit à l'avortement. Mais si certaines d'entre elles, comme Madeleine Pelletier ou Ariely, qui demandaient du début du siècle un vrai droit à l'avortement et à la contraception, ces mouvements, donc dans les années 50, quand on revient aux années 50, demandent le droit à la contraception, c'est pour justement éviter l'avortement. C'est ce qu'on a appelé le mouvement de la droit de la maternité heureuse. Je trouve ça intéressant, ce côté de on fait de l'extérieur une forme de concession, on essaie un peu de rentrer dans le moule pour essayer de faire avancer les choses. Oui, c'est une stratégie, c'est-à-dire que quand est créée la maternité heureuse, qui va ensuite s'appeler le planning familial, et les autres groupes avec elle, demander direct l'avortement, c'est pas possible en fait. Donc utiliser justement les discours anti-avortement en disant non, mais la contraception, ça évitera qu'il y a des avortements, c'est une très bonne stratégie. Et d'ailleurs, le planning familial, une fois que le droit à la contraception sera reconnu par la loi Neuwirth de 67 et bon, après, même s'il faut attendre les décrets, après, ils vont soutenir, le planning familial va soutenir la lutte pour le droit à l'IVG. Le droit à l'IVG, donc, qui va être voté en 1975. Mais le remboursement, je l'ai appris dans ton livre, le remboursement total pour l'IVG, c'est 2012 avec Najat Vallaud-Belkacem. C'est quand même dingue cette temporalité, ce temps, et l'inscription à la Constitution 2024. Roudy, c'est le remboursement. Yvette Roudy, en 81, c'est le remboursement, mais sur un compte budgétaire qui était voté à part de la Sécu. Le 12, donc la loi Najat Vallaud-Belkacem, c'est le remboursement 7 fois sur la Sécu. Toi qui es du coup historienne des luttes, on parle un peu de ces va-et-vient, de ce côté un peu de... Tu parlais de backlash aussi, du retour, c'est-à-dire quand on a une avancée, on a tout de suite une forme un peu réfractaire, on l'a évoqué nous aussi dans la vidéo. Il n'y a qu'à voir les États-Uniennes qui avaient le droit d'avortement et puis hop, suppression de l'arrêt Roe versus Blade. Des choses qui nous semblent parfois innées et finalement, quand on est dedans, on se dit c'est normal. Qu'est-ce que l'historienne... regarde la retraite à 60 ans. Oui, voilà, la retraite à 60 ans. Mais de toute façon, tu sais que depuis que je suis né, de toute façon, on me dira j'aurai pas de retraite. Et tu vois, il y a presque un truc un peu d'inéductable là-dedans. Tu vois, il y a un truc en mode... on n'aura pas de retraite. Et on me dit ça depuis qu'on est gamin. Mais c'est ça qui est marrant parce que donc, toi, t'as quel âge ? Moi, j'ai 31.
Ok, moi j'en ai 56. Moi je suis née en me disant que j'avais une retraite, j'avais pas de problème. Enfin, je me suis Bien jamais, sûr. tu vois, j'ai jamais. Enfin, c'est là qu'on me voit. On vous a formé Mais du coup, il y a un vous truc dire un qu'il n'y peu. aurait pas de retraite. Mais il y a un Moi truc un peu jamais. insidieux. Bah ouais, c'est ça. Mais du coup, il y a un truc un peu insidieux où il y a une sorte de fatalisme de dire non, mais de toute façon, pourquoi est-ce qu'on va aller manifester? Parce que de toute façon, on n'en aura pas. Oui. Tu sais, il y a un truc un peu alors de. que moi, j'ai cru que je l'avais. Oui, c'est ça. Ouais, tu vois, Et j'ai cru que je l'avais à 60 ans en plus. Eh oui, bah non. Mais dommage. Et oui, il va falloir continuer à aller se battre, justement. Non, mais justement, sur ces allers et retours des droits, qu'est-ce que l'historienne. Quelle analyse tu fais, toi, sur le temps que tu vis? C'est difficile, tu vois, mais parce que tu as analysé sur le temps long. Que rien n'est jamais gagné, mais rien n'est jamais perdu. Donc, faut se battre. C'est vraiment, je pense que c'est absolument ce que m'enseigne l'histoire. C'est-à-dire que rien ne vient par une simple discussion et un échange courtois, quoi. Et que tu sais, c'est Simone Veil qui non pas Simone Veil, Simone de Beauvoir, à qui on attribue la phrase, en fait il est pas sûr que ce soit elle qui l'ait dit, mais à qui on attribue la phrase souvenez-vous qu'il suffira d'une crise politique, etc., des mots, pour que les droits des femmes soient remis en question, vous devez rester vigilante toute votre vie. Mais c'est vrai, et je pense que c'est vrai pour tous les droits, pas seulement les droits des femmes, mais je dirais aussi, en fait, il suffira d'un mouvement social et d'une mobilisation pour que les droits qu'on vous avait supprimés soient regagnés. Il faut que vous soyez militant, militante, combattant, combattante toute votre vie, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est des choses qui sont importantes. Et on disait aux États-Unis, tout ce qu'a fait Trump sur la suppression des corps intermédiaires, justement, pour essayer d'atténuer cette lutte. On en a parlé dans la dernière vidéo qu'on a fait sur YouTube sur le fascisme américain, donc n'hésitez pas. On évoque aussi cette question. Merci beaucoup Mathilde d'être venue nous voir. Mais de rien. C'était super intéressant. Eh ben, écoute, super. On est quand même passé de la révolution à la crinoline. On a essayé de balayer beaucoup de choses. Il nous faudrait presque un épisode 2. Ouais. On aime bien terminer à chaque fois cette émission avec une recommandation. Une recommandation, qu'elle soit culturelle. Ça peut être un film, ça peut être un livre, une exposition. Ce que tu veux pour que les gens partent de cet entretien avec quelque chose. 2 choses. J'avais pas du tout prévu. Mais en fait, j'ai toujours envie de faire un milliard de trucs. Voilà. C'est ça qui est super. 3 choses. Je peux ? Bien sûr. Alors, une expo, l'exposition Bonne Mère à Marseille au Mucem. Parce qu'il y a vraiment des super pièces. Et puis, ça parle des femmes, des bonnes mères, des mauvaises mères, justement de l'avortement. Il y a plein de documents extrêmement intéressants. Un livre, je suis en train de terminer la biographie de Louise Michel par Edith Thomas. C'est une biographie qui avait paru en 1971, mais qui ensuite n'avait pas été rééditée et qui là est rééditée, et c'est juste du bonheur ce bouquin, mais vraiment c'est extraordinaire. J'adore. Et non seulement parce qu'on apprend plein de trucs sur Louise Michel, mais surtout parce que Edith Thomas, elle a un style mais tellement drôle. Et un documentaire. J'ai vachement aimé, c'est passé dimanche, le documentaire Palestine, l'histoire de la Palestine. Et j'étais bien contente que ça passe à 1 heure de grande écoute. C'est sur Arte ? Non, c'est France 5. Okay. Parce que, putain, rappeler cette longue responsabilité dans la spoliation, puis dans les violences qui ont été faites aux Palestiniens, de rappeler la responsabilité aussi des Britanniques, de rappeler la responsabilité de l'ONU, des Américains, puis du colonialisme sioniste, et ben, ça fait du bien. C'est hyper documenté, c'est hyper bien fait. Donc, c'est pas du tout les choses sur lesquelles je travaille, même si ça m'intéresse. Mais comme là tout de suite je vois pas un documentaire alors ça c'est plus sur l'histoire des femmes, je crois aussi c'est Arte, China, le documentaire sur en tout cas vous avez de quoi faire pour aller regarder cette semaine. Vous aurez un petit react. En vrai on pourrait faire un react aux Achan, ça pourrait être très très intéressant. On aime bien regarder des documentaires aussi de temps en temps. C'est Delphine en live. Est-ce qu'elle est là, Delphine? Non, c'est pas Delphine, c'est pas je crois. Delphine. Non, c'est pas notre Delphine. Là elle se fait discrète dans le chat, je ne l'ai pas vue. Mais si je la vois, elle nous fera un petit... Ah si, Delphine, elle est là. Si, c'est moi. Ah si, elle est là, Delphine. Parce que c'est tu vois mieux que moi. Ah ouais. Tu vois mieux que moi. Ouais. Et Delphine qu'on embrasse bien sûr et qui était ravie que tu viennes notamment aussi. Donc voilà, merci beaucoup à elle d'avoir fait la connexion bien sûr. Delphine aussi, d'ailleurs en parlant d'elle, qui me dit de vous dire que le prochain live histoire, ce sera le mercredi 13 mai
il y a Dame Fanny qui me dit bisous. Oh, il y a Dame Fanny qui est là, bien sûr. Moi, j'aime Dame Fanny. Dame Fanny qu'on salue, évidemment. Ouais. Donc, je le rappelle, le prochain Live Histoire, ce sera mercredi 13 mai avec Bénédicte Savoie. Et on va justement parler de la restitution des œuvres spoliées pendant la colonisation, notamment depuis la période napoléonienne. Donc, voilà, on va faire un gros sujet là-dessus avec Bénédicte Savoie. Ce sera donc le mercredi 13 mai prochain. Merci beaucoup, Mathilde. Est-ce qu'il y a une actualité, quelque chose qui va sortir bientôt pour toi ? Bah non, parce que là, je suis en train de rédiger sur la crinoline, donc là, ça. Là, ça bosse. Voilà, Nicolas sait très bien ce que c'est rédiger une HDR. Il y a un moment où on fait pas grand-chose d'autre. Il faut y aller. Voilà, on n'est que là-dedans, donc non, pas d'actualité particulière. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir une nouvelle fois. Franchement, c'était un vrai plaisir. Et si jamais, franchement, on sera ravis de t'accueillir à nouveau. Sachez que si vous êtes arrivé en cours de live, si vous avez raté le début, c'est évidemment disponible en podcast dès fin de semaine sur toutes les meilleures plateformes de podcast. Sur YouTube, Rivenzi, le cercle de l'histoire. Également. Et on se quitte, messieurs, dames, justement avec ceux qui sont arrivés en cours de route, avec l'annonce qu'on vous a révélée déjà sur les réseaux, ceux qui ont vu peut-être sur Instagram. Évidemment, je vous remets l'annonce à partir du 18 mai, 18-22 mai, le tour de l'histoire. Bonne soirée tout le monde et à très vite. Ciao. Nicolas me dit force pour l'HDR. Moi aussi, Nicolas, je te dis force pour l'HDR. On va y arriver. Ils vont y arriver, ils vont le faire. Et me disait juste avant le live, en vrai, l'HDR, ça va. non, on sait que c'est dur. Des bisous tout le monde, bonne soirée. Salut.